Bienvenue tout le monde à l'Informel. Pour la dernière émission de la saison, nous revisitons les moments qui nous ont marqués au cours des 21 derniers épisodes. Cette saison, où nous vous avons proposé quelques nouveautés, notamment l'ajout d'un autre animateur, a été remplie de rencontres avec des invités inspirants, que ce soit en studio ou par téléconférence. Malgré les restrictions dues à la pandémie, l'Informel a pu continuer de vivre grâce à la technologie. Bienvenue à l'Informel tout le monde, merci d'être avec nous autres. Ça va être notre dernier épisode, fait qu'on s'est payé un petit peu un fun. On s'est dit on va faire un petit wrap-up de la saison, de ce qu'on a enregistré là, depuis passer les fêtes. Donc je suis avec mon collègue Sylvain Caron qui a pris la relève une couple de fois pour le show. Je pense que tu as eu du fun cette année, Sylvain? Incroyable comment j'ai pu avoir du fun. J'ai retrouvé le plaisir de faire des entrevues, des longues entrevues aussi. C'était vraiment très intéressant. Puis ça a commencé avec un comédien que j'ai vraiment adoré, une belle découverte. Ouais, puis le format long entrevue, là, je pense que tu tripes plus à faire ça que ce que tu as pu faire dans le temps que quand tu étais journaliste puis quelque chose de plus, des choses plus courtes. Hein. Oui, puis en plus, c'est totalement différent aussi de l'approche que l'Informel peut avoir comparativement à la Tribune locale ou même à Infomag. Infomag, je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. Disons que la portion nouvelle est un petit peu plus ardue pour moi. Lire des textes au prompteur, c'est quelque chose de assez spécial aussi. Je mets au défi tout le monde d'essayer ça une fois dans leur vie. Lire un prompteur, là, c'est vraiment très, très difficile. Et puis, même à Tribune locale, j'avais du plaisir à le faire, mais c'était plus une entrevue journalistique, plus serrée un peu, avec des questions plus d'actualité. Tandis que là, on peut aller explorer, puis on jase tout simplement. Puis c'est beaucoup moins, peut-être pas stressant, mais pour l'invité, c'est un petit peu plus relax aussi, il peut avoir du fun. Ben oui, puis il faut le dire, ils nous le disent, les invités. Quand ils partent d'ici, là, rares sont, je pense que c'est jamais arrivé, là, quelqu'un que j'ai eu un sentiment froid après, ça a toujours été comme « Hey, c'était le fun, on a passé du bon temps », tu sais, fait que ça, je trouve ça le fun pour dans l'optique d'inviter du nouveau monde, tu sais, parce qu'ils voient quand on va inviter les gens, on va leur envoyer souvent un lien de l'émission, puis ils font « Ah, OK, hey, j'aime la formule », c'est tout le temps ce que le monde dit, c'est « J'aime la formule ». Puis je pense que ça a l'air d'avoir du monde après qui vont dire « Ben, hey, ça me tente d'aller à cette émission-là, parce que c'est ça, c'est convivial, tu sais, puis c'est cool. » Et puis, je te dirais que ce qui est le plus plaisant, c'est que exemple donné, un invité en présentiel, en Zoom, c'est un petit peu moins, mais en présentiel, souvent, on a des invités qui sont pas très à l'aise ou qu'ils sont un peu nerveux. Les caméras, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, après, qui nous disent souvent, ce qui est le plus fun, c'est qu'ils nous disent « Hey, finalement, j'ai oublié totalement la caméra. On a vraiment eu du plaisir, puis j'ai vraiment eu... une ouverture plus grande que ce que je pensais avoir au départ. » C'est vraiment, vraiment très... c'est flatteur un peu pour nous autres. On a fait une belle job. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je veux qu'on parle de ton premier invité. Donc, c'était Marc Fournier de District 31. C'est drôle parce que je me souviens pas si c'était Jeanne-Sophie ou Stéphanie qui me l'avait envoyé. Puis là, il me disait, hey, il pourrait passer à l'Informel parce qu'il faisait une tournée promotionnelle. Puis là, je regardais ça, je disais, OK, mais District 31, je le suis pas. Je peux pas faire une longue entrevue avec lui. Je vais avoir l'air juste tata, tu sais. Puis là, nécessairement, tout de suite, j'ai pensé à toi parce que tu me parlais tout le temps de District 31 quand tu étais ici comme journaliste. Fait que là, c'est comme ça que j'ai communiqué avec toi. Je disais, hey, ça te tente-tu de te payer un fun, puis de faire un informel à ma place? Puis là, ça a commencé comme ça. Fait que, comment est-ce que tu as trouvé ton expérience avec lui? Bien, tout d'abord, il faut dire qu'on a été peut-être un mois après sa fameuse tournée. Oui, effectivement. Donc, les articles étaient sortis. J'ai pu lire un peu ce qu'il avait dit, puis un peu aller ailleurs. Ça qui est intéressant aussi pour moi, de le voir peut-être un peu après. Pour moi, c'était temporel. Et puis, ça avait été... C'est une joie. Puis en plus, le gars est funny. Et ce que j'aime, c'est que c'est un gars autodidacte. Ouais. C'est que c'est un gars qui a appris par lui-même, a fait des expériences de vie. Il était musicien. Même de lui-même dit je n'étais pas le meilleur musicien au monde, mais j'ai trippé. C'est un gars qui trippe. Et puis on le voit sur les plateaux qu'il a fait. C'est un gars qui trippe et qui rend très bien son jeu. Puis c'est totalement le contraire de son personnage dans la vraie vie. Très, très funné. On a vraiment eu du plaisir à parler. Puis on a duré 55 minutes. Puis à un moment donné, j'ai regardé et j'ai dit, on va conclure ça. Là. Mais ça a passé super vite. Puis lui aussi a eu l'air d'avoir bien du plaisir. Donc ça, j'aime ça. Surtout que, tu sais, à l'époque, j'étais encore au journal. Je me dirigeais un peu. Je savais pas trop où je m'en irais. J'ai essayé un peu de retourner dans la livraison, mais quand tu m'as proposé ça, ça a fait comme un déclic. Et puis, tu n'étais même pas encore directeur général à cette époque-là. Moi, j'étais pas revenu. Puis, ça a amené un peu, justement, ma décision de revenir de cette entrevue-là. Ça a vraiment donné un kick. Puis, il m'a dit, hey, si je peux faire ça de ma vie pour gagner ma vie,
ben, je vais être très heureux. Puis c'est ce qui arrive. Je suis très heureux. Mais ce qui était cool aussi de cette entrevue-là, c'est que son personnage, comme il est en développement, là, il prend de plus en plus de place dans la série, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, il est assez dark aussi comme personnage. Il y a vraiment un personnage qui est le fun à creuser parce que tu sais jamais où ce qu'il va s'en aller. Il y a des squelettes dans son placard gros comme le bras qu'on finit par découvrir de temps en temps. Mais c'est ça qui est le fun de voir que justement, lui est capable de creuser, puis qui aime creuser ce genre de personnage-là. C'est pas donné à tout le monde non plus. Non, effectivement, mais je trouve que ce qui me donnait l'impression, là, parce que c'est moi qui étais à la réalisation quand tu l'as fait, ce qui me donnait aussi comme impression que c'était un gars qui aime ça, comme garder le mystère de ce qui est son personnage, puis il trippe à jouer avec ça un peu. Juste en donner des demi-vérités, des demi-informations ici et là. Puis c'est un peu aussi le principe de base de l'émission. On découvre tranquillement, pas vite, avec des flashbacks, qu'est-ce que le personnage a pu faire dans le temps, puis pourquoi il est rendu là, puis pourquoi il s'en va aussi, un peu de voir comment le personnage évolue. C'est ça qui est le fun. Puis là, après ça, c'est toutes les théories qui embarquent, parce que là, il y a des groupes sur Internet très populaires, pratiquement 100 000 personnes dans chaque groupe qui vont de leur théorie, puis de comment ça va finir cette histoire-là, ou comment ça va évoluer. Puis souvent, ben, l'auteur, Luc Dionne, le lit ces groupes-là, puis il va faire totalement le contraire. C'est pour ça que Luc Dionne, quand il dit on reçoit nos textes là, pratiquement 3 jours, 4 jours avant de tourner. Donc, Luc Dionne est capable, lui, il a à peu près quelques semaines de recul, 2 semaines de recul, 3 semaines de recul peut-être, puis c'est ça qui se permet d'être très, 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 très sur l'actualité. Puis ça, c'est le fun pour l'auditeur aussi. Puis pour les comédiens, c'est sûr que ça doit être un petit peu plus difficile à apprendre des textes 3-4 jours d'avance. C'est clair, ben, il en parlait justement. C'est un rush, là. Ouais. Tu reçois tes textes, puis là, tu regardes, OK, bon, j'ai tant de lignes, j'ai tant de pages, j'ai tant de journées de tournage. Et puis la journée de tournage, même si c'est vraiment là, go, 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 go. Là. C'est du 14h, 15h de fil. C'est un plateau qui roule d'une vitesse assez incroyable. Là. Puis malgré ça, ce qui semble dire aussi, c'est comme l'énergie demeure super bonne, comme sur le plateau. Tu pourrais penser, ben regarde, le monde sont plus capables, sont décorés, fatigués, c'est super rough, mais non, c'est tellement pas ce qui se dégage des témoignages qu'il donnait. Non, ben, ce qu'il disait aussi, c'est qu'avec des gars comme Gildor Roy, Sébastien Delorme, puis Michel Charette, on s'entend, Michel Charette, on s'en souvient dans le temps de Radio Enfer, c'est un comique, puis c'est ce qu'il nous disait, il dit, quand il est hors caméra, il nous fait des faces pour essayer de nous faire décrocher. Ça fait une dynamique de plateau qui est vraiment plus intéressante, puis tu sais que tu vas t'amuser. Là. Et puis une chose que j'avais trouvé intéressante, c'est comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour continuer la série malgré le fait qu'on était en confinement, tout ça, puis le jeu de caméra qui devait changer, parce que bon, ils filmaient les conversations qui étaient vraiment distancés, puis après ça, bon, avec l'angle de caméra, puis au montage, ils ont l'air d'être proches, comme c'est spécial. En parallèle. Donc, ça a été tout un tour de force. Même, nous autres aussi, il a fallu faire ce tour de force-là un peu partout dans le domaine de la télé. Il a fallu le faire. Je me souviens, tes invités en Zoom. Tu sais, ce qui a été le fun, par exemple, c'est qu'on va parler d'un gars, exemple donné, comme Louis Robert, qui est un expert en agronomie. Et puis, lui, il reste à Sainte-Saint-Pie, qui disait... Puis, là, on peut l'avoir parce que c'est un expert québécois. On parle d'agriculture. L'agriculture, il y en a partout au Québec. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé le fun dans cette entrevue-là. Puis dans d'autres entrevues que tu as fait par Zoom, c'est qu'on est capable d'aller chercher vraiment la personne toute désignée pour faire ça, l'expert en la matière. On va le trouver, puis peu importe où ce qui est au Québec ou même dans le monde, on peut l'avoir ici à l'émission pour parler des fois de choses que l'Outaouais vit, que la Basse-Lièvre vit, mais que pas mal d'autres régions vont vivre aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis le dossier Louis Robert, là, c'est tout un dossier médiatique qu'il y a eu dans les années, en 2019, si je me souviens bien. Fait que quand il a sorti un livre, là, c'est drôle, lui, j'ai tombé là-dessus grâce à Françoise Boivin, qui maintenant qui a enregistré des émissions ici, là, puis je l'ai reçu comme invité aussi cette année. Puis elle avait publié un article dans le droit, ou c'est via la presse, j'imagine. Puis elle parlait de ce dossier-là, puis des lanceurs d'alerte, puis comment est-ce que c'est traité, les lanceurs d'alerte. Puis son dossier, à lui, je ne connaissais même pas. Puis quand j'ai lu ce qu'elle avait à dire dessus, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que j'étais allé voir c'était quoi son histoire. Bon, il a sorti un livre qui est Pour l'amour de la terre, je me souviens bien du titre. Puis de voir son histoire à lui, c'est incroyable, là, parce que
sais, on va souvent un peu pointer du doigt lorsqu'on est méfiant de notre gouvernement, tu sais, puis on va dire, ben là, tu sais, il faut avoir confiance à nos dirigeants, puis tout ça, mais son histoire expose, veut pas, qu'il y a effectivement, je vais employer le mot corruption, mais sinon de grandes influences chez nos dirigeants à des endroits où ils ne devraient pas en avoir, tu sais. Fait que son livre, c'est un livre qui se lit super bien. Moi, je le recommande beaucoup. Là. C'est un livre de 150 pages, 180 pages, fait que ça se lit bien. Puis, tu vois que... il agit juste de bonne foi. Là. Il veut pas juste... Il soulève des questions, dans le fond. Là. Ben, il soulève des questions, il soulève des problèmes. Mm-hmm. C'est de dire que la quantité d'engrais qu'on utilise au Québec pour enrichir nos sols dépasse largement ce qui est recommandé ailleurs dans le monde. Surtout la quantité de phosphore qu'on parle tellement ici en Outaouais présentement, là, avec les algues bleues et compagnie. Puis au-delà de ça, son histoire, c'est en plus aussi sur les lanceurs d'alerte. Oui. Ouais. C'est que dans n'importe quelle compagnie, si tu regardes les manuels d'employés, c'est pratiquement condamnable par tous les lanceurs d'alerte. Moi, je me souviens dans certaines compagnies, là, c'était si, exemple donné, il se passe une situation, tu n'as pas le droit de parler aux médias. Absolument, c'est les représentants de la compagnie qui le font. Ouais. Puis c'est ça que lui a fait. Il a fait comme « Hey, by the way, je pense que j'ai une petite... il peut peut-être avoir un petit problème là. » Et puis, ben, il s'est fait mettre dehors assez rapidement aussi, d'ailleurs. Oui, puis de la façon que ça s'est fait. Oui, c'est taxé cavalier là, comme façon qu'il a été fait. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, dans une compagnie privée, tu peux dire, bon, ils vont protéger leurs intérêts. En quelque part, tu peux comme comprendre, malgré que c'est des biens et services pour la population, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose pour protéger les consommateurs. Mais lui, dans son cas, nécessairement, ben, c'est au MAPAC. Fait qu'on s'entend que... C'est très public, là. Ben, c'est ça. Fait que tu dois être redevable là, envers la population, tu sais. Fait que son histoire m'avait pas mal touché. Puis c'est drôle parce que... quand j'ai commencé l'entrevue, quand tu lis le livre, il dit comment est-ce que, lui, c'est un gars qui est tranquille, puis lui, il aime l'agriculture, puis il aime la vie tranquille, puis il habite en campagne, tout ça. Fait qu'il donne vraiment l'impression que, en fait, il dit, c'est un peu malgré lui qu'il s'est retrouvé devant les médias, puis tout ça, parce que lui, son but, c'était de défendre les intérêts des Québécois, puis c'est tout, là, c'était pas de faire une grosse vague médiatique avec tout ça. Fait que moi, je ramasse l'entrevue en disant, t'es-tu tanné d'en parler? Puis il dit non. Ça a diminué, là. Ouais, c'est comme si j'avais donné l'impression que c'est comme habitué au fait que, le dossier, il est rendu là, puis tant mieux parce qu'au moins, on en parle. Je pense que c'est ce qui est important pour lui, c'est de dire, le message passe, fait que tant mieux, tu sais. Puis tu parlais aussi d'entreprises privées. On a parlé avec François Vincent aussi, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La FCI. Ça aussi, c'est un autre expert qui a parlé de la pandémie, des effets directs que ça va avoir. Et puis aussi, on n'en est pas sorti. Moi, j'ai hâte de voir comment les entreprises, les petites, moyennes entreprises, qui sont quand même la majorité des entreprises au Québec, et puis un peu partout au Canada, comment ils vont s'en sortir. Comment les gouvernements vont aider. Comment ça va être compliqué d'aller chercher cette aide-là. On le sait. Oui, parce que même pendant la crise, il nous donnait des exemples de comment certains secteurs commerciaux avaient de la difficulté à avoir accès à certaines aides financières. Puis quand il nous donnait ces exemples-là, des fois, c'est crève-cœur parce que ça va être des entreprises familiales qui ont travaillé fort pour développer ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant. Puis que là, c'est pas facile pour personne, là, tu vas me dire, mais il y avait quand même une disparité entre, surtout en début de crise, où est-ce que c'était facile pour les grosses entreprises de s'en sortir parce qu'eux autres, ils pouvaient rester ouverts. Les Walmart, Costco de ce monde. Les Walmart, Costco de ce monde, à cause que, ils vendaient du steak haché et des légumes, ils pouvaient rester ouverts. Puis là, ils pouvaient vendre tous les produits dérivés de leur magasin, alors que quelqu'un qui avait, mettons, juste un magasin de vêtements, lui, il est obligé de fermer, puis c'est un commerce local. Mais là, on s'entend que la grosse business, elle n'avait pas de problème. Puis la petite entreprise locale, était pris à ne pas faire de revenus. Puis surtout que les grosses entreprises ont déjà, des fois, de l'accumuler. C'est pas à petite semaine. Là. Ils sont des multimillions par année qui réussissent à récupérer. Ouais. C'est ça qui est...
C'est ça qui est intéressant. Le travail qu'eux autres ils ont fait pour sensibiliser le gouvernement à dire, OK, il faut changer les choses, là, c'est remarquable, tu sais, puis je leur lève mon chapeau parce que, tu sais, les chiffres sont déjà pas beaux, là, puis là, je m'en souviens pas par cœur c'était quoi ce qu'ils nous a présenté comme portrait, là, mais c'était épouvantable, là, les entreprises qui pensaient ne pas passer à travers le reste de la crise, puis qui remonteraient jamais la pente. Puis de voir comment est-ce qu'eux autres, tu sais, en quelque part, ils en ont sauvé un certain nombre. Là, fait qu'imagine s'il n'y avait pas eu la fédération pour les représenter auprès des gouvernements, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait été vraiment ça aurait été dégueulasse. Puis, on a eu une conversation de quoi, 45-50 minutes pour parler des défis que les entreprises vivaient. Puis, à un moment donné, ce que j'ai bien aimé, c'est que eux autres, leur approche, c'est-à-dire, c'est on peut combattre contre la pandémie, si on veut, ne veut pas dire nécessairement qu'il faut mettre à terre les PME, alors que les PME peuvent faire partie de la solution, dans le fond. Fait que les autres, c'était ça leur approche, puis ils donnaient comme exemple, ne serait-ce que d'avoir accès à des tests rapides. Si tu ouvres ton entreprise, si, mettons, pour ouvrir ton entreprise, il faut que tu aies des tests rapides pour tester tes employés le matin, ben go, trouvons des solutions comme celle-là. Fait que, ils déploraient un peu la vision unilatérale, si tu veux, du gouvernement. C'est assez facile, là. On ferme, clic, merci. Ben c'est ça. On a tant de cas, bon, on ferme, mais OK, mais on peut-tu trouver une solution alternative, là? Puis là, au moment où on a fait l'entrevue, on était rendu à, je ne sais même pas, deux mai, je pense, si je me trompe pas. Mais je m'en ai dire, tu sais, je ne sais pas combien de fois que l'Ontario fermait. Là, quelques fois, 2-3 fois au moins. Puis là, ils ont fermé plus drastiquement aussi, ils ont fermé les frontières. C'est ça. Puis là, eux autres, ils ont émis un communiqué de presse, puis c'est comme ça que je les ai connus, puis ils disaient, écoutez, là, faire le yo-yo de même là, pour les entreprises, ça ne marche pas. Là. Parce que c'est ce qu'ils disaient qui était le plus difficile, hein. Pour une entreprise, c'était quasiment plus de dire ben j'ouvre, je ferme, plutôt que de dire ben OK, on va fermer une longue période, puis on va rouvrir, puis on va trouver d'autres solutions, mettons. C'est le yo-yo aussi, des fois que les entreprises n'ont pas aimé, aussi avec les employés. C'est ça. Va sur le chômage, revient, pas sur le chômage, garde revient. des employés dans ce contexte-là. C'est ça. Ouais. Puis, c'était vraiment une entrevue super intéressante pour donner, je trouve, un vrai portrait de c'était quoi la réalité des entreprises à ce moment-là. Surtout qu'au moment où on a fait l'entrevue, là, on en entendait moins parler. Fait que c'était le fun de pouvoir ramener un peu le sujet. Ouais. Puis ça donne le goût quasiment d'aller vivre dans le bois, hein, un peu comme un de tes autres invités, Jeff Lépine, qui fait de la survie. J'aime le lien que tu as fait. Oui. Ben, à un moment donné, c'est que il y a des gens qui se sont dit, bon, tant qu'à faire, tant qu'à être pris, on va aller vivre en ermite. Ouais, ben je sais pas, je t'allais compter comment est-ce que je suis venu sur ce sujet-là. J'avais lu qu'il y avait une hausse de demande de ce genre de cours-là qui est survie en forêt, autosuffisance, tout ça, depuis la pandémie. Et je trouvais ça super intéressant de voir comment est-ce que, je sais pas, le monde voit que la situation étant apocalyptique, puis ils se sont dit, ben, tu sais, on veut apprendre à survivre en forêt, tout ça. Mais c'est ça, Jeff Lépine s'est pété, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il a fait une série d'émissions avec la télévision communautaire des Laurentides. Puis, je regarde le premier extrait qu'ils ont fait. Première affaire qu'il fait, ben, il est en plein hiver, genre en janvier, sur un lac. Le lac est glacé, il creuse un trou. Puis là, c'est comme, OK, comment survivre d'une situation où est-ce que tu tombes à l'eau au froid en hiver? Ça me fait penser, je me rappelle pas du titre de l'émission, mais c'est un ancien de l'armée, un ancien genre G.I. Joe de l'armée britannique qui faisait ça justement aussi, lui. Ah, tu vois? Oui, il le droppait dans le désert, puis arrange-toi. Okay. Faut que tu t'en sortes, faut que tu survives. Fait qu'il expliquait ça un peu, mais c'était une série comme ça. Il y avait une série de ce genre-là, je pense que c'est sur Netflix, que c'était comme à choix multiples, comme mettons, je sais pas, comment ça s'appelait? Mon gars, il écoutait ça. C'est une série, en tout cas, le gars est en survie, là, comme ça, dans désert ou jungle, nomme-les, là. Puis là, il arrivait, mettons, à un stade, exemple, je sais pas, moi, je rentre dans la grotte pour voir c'est quoi le son que j'ai entendu ou je rentre pas dans la grotte. Puis là, tu pouvais choisir. Puis là, la vidéo changeait de conclusion, dépendamment. Un peu comme dans le temps du vidéo, oui. Ouais, télé interactive. Ouais. Fait que là, tu choisissais, puis là, c'est ça, mettons, il rentrait dans la grotte, puis c'était comme, OK, mais est-ce que là, il y a un serpent, je prends-tu le serpent par la tête ou je prends le serpent par la queue, là, je choisis. Là, il se prenait par la queue, hein, il se faisait mordre, puis là, l'aventure était finie, en tout cas. Mais c'est populaire, ce genre d'émission-là, mais pour revenir à Jeff, c'est ça, c'est un gars de l'Ange Gardien. Ouais. Puis c'est ça, puis il donne des cours comme ça, là, survie en forêt, puis tu sais,
il y avait des épisodes, c'était comment monter un abri, entre autres, ou comment maintenir un feu allé en plein hiver, tout ça. Fait que c'est super intéressant. C'est littéralement différent d'à peu près n'importe quel sujet là, que j'ai pu passer à l'informel auparavant. Mais j'ai trouvé ça le fun, puis c'était comme un sujet léger aussi. Des fois, on a un sujet un peu lourd, là, puis ça, c'était comme un sujet léger, le fun. Oui, aussi. Ben, ça me fait penser, tu fais parler de sujets légers, ça me fait penser à Jean-Yves Guindon, que j'ai reçu aussi. On s'entend, Jean-Yves Guindon est un peintre très connu dans la région. Ouais. Et puis, ça m'a surpris parce qu'il m'a dit, j'ai 72 ans, je regarde, t'as pas l'air de ça. Très en forme. Non, moi j'ai donné 62, 63. Puis c'est un gars aussi qui est un peu autodidacte. Ce qu'il me disait, c'est qu'avant de se lancer comme peintre à temps plein, eh bien, il était directeur de l'aéroport de Gatineau. Tu sais? Oui, absolument. Je savais pas ça. Et puis, c'est un job administratif qu'il aimait pas vraiment. Il a été diplômé en récréologie, puis il me disait que c'était un peu un concours de circonstances parce qu'il voulait s'inscrire au Collège Algonquin en art plastique. Et puis, le programme n'existait plus quand il est arrivé pour le faire. Et puis, donc, c'est en allant en récréologie. Bon, il était un petit peu partout dans la région, la Clémy et compagnie. Puis, c'est justement, il est arrivé, puis il s'est ramassé comme peintre, puis à devoir vendre ses choses, puis à devoir faire toutes ces choses lui-même pour sauver de l'argent, pour réussir à avoir un salaire qui était assez décent pour faire vivre sa famille aussi, avec quand même 2 jeunes enfants. C'est vraiment le fun de voir que ce gars-là peut prendre tous ses acquis de ses jobs au passé, exemple donné pour la promotion, la publicité et compagnie, et puis faire quelque chose avec ça, puis réussir à gagner sa vie jusqu'à aujourd'hui, on parle il y a 72 ans, il continue à peindre au moins une centaine de tableaux par année, ce qui est quand même assez remarquable. Il produit en tabarouette, oui, il produit beaucoup. Puis c'est beau, puis les gens en rachètent, en redemandent. Donc lui, il est heureux là-dedans. Puis il dit, je suis heureux. Puis il fait tout de chez eux. Donc télétravail pour lui, c'est... il est toujours en télétravail. Ça fait 30 ans qu'il est plus de 30 ans qu'il est en télétravail. Mais pour revenir à Jean-Yves, il t'a-tu parlé de sa maison? Avez-vous parlé de ça? Oui, il m'a parlé de sa maison. Ça a été quand même une saga aussi dans la région. Parce que là, il voulait faire un sous-sol, il voulait relever sa maison. C'est une maison en pierre. Et puis, ça a mal tourné. L'entrepreneur a comme échappé la maison. Oui, à peu près la moitié a tombé. Oui, ça avait passé dans les journaux il y a quelques années de ça. Et puis, mais là, il fallait qu'il continue à vendre. Donc, il a tout transféré. Puis là, l'assurance ne voulait pas qu'il rentre dans la maison pour des raisons évidentes que sa maison était pour tomber. Puis finalement, là, il a dit non, j'ai mes peintures là-dedans, il faut que je les sorte. Je les sors, puis je les vends. Donc, il a fait quand même sa vente annuelle. Et puis, il a retrouvé là, quand même le temps de refaire son argent, puis tout ça, puis que tout continue, puis... C'est ça qui m'a vraiment impressionné du personnage, si on peut dire. C'est que il a l'air très zen, malgré tout ce qui lui arrive. C'est peut-être justement, lui, il crée, il est zen. Puis il me disait que il y avait une fois quand il produisait beaucoup, il y a une période assez intense de sa vie qui était comme moins heureux parce qu'il fallait vraiment qu'il produise un 250 tableaux par année. C'est pratiquement un par jour, 5 jours par semaine. C'est une job 40 heures semaine et plus. Là. Puis souvent, l'inspiration ne vient pas. À un moment donné, quand tu produis, tu n'as même plus le temps. Puis là, en plus des voyages, en plus de tout ce qu'il y avait à faire, il s'est retrouvé à dire non, regarde, j'abandonne ça, je rentre chez nous, puis je fais mes affaires à moi, puis au diable le reste. C'est ça que j'aime des fois, c'est ce genre de personnes-là qui disent non, regarde, je prends ma propre destinée en main, c'est fini, je mets la clé dans ce locker-là de ma vie, puis on continue. Ça, c'est là que ces personnes-là deviennent inspirantes pour moi, là, qui me donnent le goût de les interviewer. Puis, si je me souviens bien, il y a longtemps, il était passé en studio avec Michel Pilote. Ouais. Puis, il me semble que c'est lui qui disait ça, comment il était reconnaissant de pouvoir vivre
de son art parce que je pense qu'il réalise à quel point il est privilégié parce que c'est pas facile là, d'être peintre puis de vivre de ça. Là. Puis on le sent, on le sait, et puis même il me l'a répété d'une autre manière. Il me disait du genre, je suis content de voir que les gens en redemandent encore. Parce que bon, il y a un style assez particulier. C'est des paysages, des maisons, puis souvent de la région. Puis il y a une anecdote qu'il m'a racontée. Il me disait qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans sa boutique et puis il a vu une toile et puis il est parti à pleurer. Wow. Un homme d'un certain âge, pleurer comme un bébé. Puis il comprenait pas pourquoi. Même la femme du monsieur comprenait pas pourquoi. Et puis il a dit... Je peux pas ne pas repartir, même si ça coûte cher, je peux pas repartir avec cette toile-là, parce que cette toile-là, c'est la maison de mon enfance. Et cette maison-là n'existe plus. Y avait-tu vraiment peint la maison? Oui, littéralement. Oui, non, mais dans le sens que ça venait de son imaginaire, puis ça ressemblait? Non. Ou il est allé là, il l'avait peint, puis... Non, il l'a pris en photo. Ce qu'il me disait, c'est qu'il se promène beaucoup, il prend beaucoup de photos. Puis à un moment donné, il fait des... C'est sûr que c'est pas des reproductions exactes. Inspirées d'eux. Puis... Le pire, c'est que le monsieur, il a situé à peu près la maison où il l'avait pris. Puis il a dit, oui, effectivement. Mais c'est une photo que j'avais prise il y a quoi, 30, 35, 40 ans. Et puis, là, ça s'est donné que, j'ai une inspiration pour cette photo-là. Puis je l'ai fait. Puis je peux pas le savoir, là, que la personne va rentrer dans ma boutique. Puis elle va partir à pleurer. Il dit, mais moi, j'ai trouvé ça. C'est assez surprenant pour lui. À ce qu'il me racontait. Puis c'est souvent ça qui est le fun avec souvent des artistes, c'est qu'on ne sait pas à quel point notre œuvre, notre art va toucher quelqu'un. Ouais. Puis, des fois, c'est à des temps que tu t'y attends pas, mais pas en tout. Tu rentres là, une journée, c'est ça qui arrive. Puis, c'est ça que j'ai aimé de Jean-Yves Guindon, de voir comme le plaisir qu'il a justement à créer ces émotions-là chez les gens. Puis, c'est pas son but premier. Moi, je peins, puis j'ai une inspiration, puis ça va toucher les gens d'une différente manière. T'as-tu parlé quand est-ce qu'il a commencé à peindre? À peindre, professionnellement, puis qu'il a décidé de quitter, je pense, en 84. OK. Puis en 88, là, il a vraiment été là, avec sa galerie et compagnie, là, vraiment que ça a parti, mettre ça tout en place, vraiment vivre totalement son art, c'est ça. Puis même son patron, à l'époque, à l'aéroport de Gatineau, avait refusé sa démission. Il dit, il dit, va-t'en pas. Il dit, on veut pas que tu t'en ailles, tu fais une bonne job. Mais il dit, moi, je suis tanné. Il dit, j'en peux plus. C'est bien, Sylvain, on va conclure notre premier segment parce qu'on arrive à la première demi-heure qui est diffusée là, sur les ondes de MaTV Outaouais ou aussi localement à TVC Basse-Lièvre. On a une version plus longue qui va jouer sur notre horaire et sinon, vous pouvez aller là, sur notre site web à tvc.qc.ca. On a notre chaîne YouTube, on est disponible aussi sur Spotify, Apple Podcasts et puis SoundCloud pour la version audio si vous voulez nous emmener avec vous autres. Je vous remercie tout le monde de nous avoir suivis au cours de la saison. Je vous invite à revenir en septembre parce qu'on va continuer la production d'Informel avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Oui, c'est ça, on innove. Hein? Comme on disait, on est allé en Zoom. On est allé avec aussi 2 animateurs. On n'était pas placé pour ça au départ. Quand tu m'as parlé de ça, puis de dire, avec des nouvelles fonctions de directeur général, j'aurais peut-être pas le temps aussi de faire toute la recherche et puis les enregistrements. C'est clair. Puis moi, ça m'a vraiment intéressé. Comme ça, de ne pas l'avoir à la faire peut-être une fois par semaine ou en faire une certaine quantité précise, mais sporadiquement d'aider, tout en faisant la job de technicien en arrière. Et puis, comme je te dis, j'ai appris de toi, j'ai appris de Jeanne-Sophie dans cette aventure-là. Puis c'est ça que... Puis on revient à la première entrevue, le déclic, quand je me suis assis dans la chaise, puis j'ai commencé à faire mon entrevue, je me suis dit, non, je peux pas soit m'en aller, je peux pas... faut que je refasse un type d'émission comme ça. Parce que j'aime trop ça. Je savais que ce serait ton style. Pour le temps qu'on a travaillé ensemble, j'avais figuré que, en plus du District 31, il peut pas mieux tomber. Hein, mais... Oui, c'est ça. Puis on parle à un autre invité aussi que j'ai eu. On parlait de politique. Roch Cholette, ça a été un grosse entrevue. Et puis, ce que j'ai aimé de Roch, c'est que on avait l'expérience d'un gars qui a été dans le parti, a vécu ces années parlementaires-là. Puis il y a des anecdotes aussi, notamment sur le fait d'utiliser le mot girouette,
qui est interdit maintenant. On ne peut plus appeler quelqu'un, on ne peut plus traiter quelqu'un à la De girouette? Non, on ne peut plus le traiter de girouette. J'avais oublié cette histoire-là. Oui, puis tous les oiseaux qu'on ne peut plus nommer, qui ressemblent à une girouette, ça avait fait quand même un tollé à l'époque. Je pense que c'était Mario Dumont qui me disait qu'il avait été... disons, ciblé comme étant une girouette sur un projet de loi, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait eu... Mais girouette, il disait ça dans le sens de changer de direction, changer d'idée. Oui, changer de direction, changer d'idée. C'était pas... En tout cas... Ben, c'est ça. Une girouette, c'est ça. Ça change d'idée. Est-ce que c'est mauvais en soi, en politique? Ça reste à déterminer. Qu'on a entendu pire, tu sais. Ah ben oui, oui. Quelque chose d'autre. Puis, tu sais, on parlait aussi des gens qui... des transfuges d'un parti à l'autre. Qui s'en vont d'un parti à l'autre, puis qui... comment c'est perçu aussi par les gens à l'interne. C'est une trahison? Est-ce que tu dis, ben, c'est une personne qui est opportuniste, qui sent, exemple donné, l'usure du pouvoir d'un parti. Puis là, tu dis, bon, ben, OK, le nouveau parti en vogue, c'est lui. Je vais aller les courtiser parce que j'ai une chance de rester ministre ou j'ai une chance de progresser dans ma carrière. Ou si un parti veut pas te mettre comme ministre, ben là, tu dis, va aller à l'autre, lui, il va vouloir. C'est tout un jeu de coulisses. Mais on n'a pas accès à ça, nous autres, ce jeu de coulisses-là. Quand on y a accès, c'est par bribes. Et puis souvent, la vérité... On dit souvent qu'il y a deux côtés de médaille. Moi, je dis qu'il y en a trois. Le petit rime sur le côté, l'épaisseur de la médaille, la zone grise. C'est souvent là que la vérité va se trouver. C'est ça qui est super intéressant à voir avec ces genres d'invités-là qui... n'ont pas vraiment de compte à rendre. On va prendre des gens qui sont en politique active. Ben, eux autres, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ça leur brûle la langue, tu le sais. Ou ils vont t'en parler hors caméra. Mais ces gens ne dis jamais ça. Non, mais j'ai pris une décision. Moi, quand j'avais mis ça au clair à l'époque avec le patron qui était en place, j'ai dit, à l'informel, je fais pas de politique active. Parce que je veux pas... moi, je voulais avoir... des gens qui peuvent me parler sans filtre, puis qui sont pas obligés de censurer, qui sont pas obligés de passer une cassette. Fait que c'est cool parce que, tu sais, toi, t'as reçu Rock, mais moi, j'ai eu Françoise, j'ai eu Norm Macmillan, puis les deux, c'est vraiment le fun, justement, d'entendre parler, tu sais, des coulisses, puis tout ça. Puis Norm Macmillan, particulièrement, hein, c'était pas cette saison-ci, là, mais on déroge, mais c'est pas grave. Ça sent informel. Mais lui quand il me parlait de comment ça se passait dans les coulisses, là, je trouvais ça vraiment fascinant. Entre autres, je me souviens qu'il disait, quand on est à l'Assemblée et qu'on débat, il disait c'est comme un match de boxe. C'est un peu compétitif en quelque part, parce que là, c'est des combats d'idées et tout ça. Mais il dit après ça, on sort de là, puis ils se parlent comme des chums. Là, quasiment prendre une bière ensemble. C'est ça, ben, c'est littéralement ce qu'il a dit. En tout cas, si ma mémoire me sert bien. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir ces invités-là, ça nous permet d'avoir une perspective vraiment intéressante de la politique. Je me rappelle aussi de l'anecdote sur la 50 qui disait, à l'époque, il était ministre des Transports, puis Jean Charest lui avait dit, écoute, ça coûte 1,6, mais j'ai 800 millions. Donc, fais un choix. Fais un choix. Est-ce qu'on la fait à deux voix ou est-ce qu'on la fait ou est-ce qu'on attend pour la faire puis on continue sur le 148 comme c'est là? Lui avait pris la décision, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? Ça... c'est vraiment opinion personnelle de chacun. Moi, personnellement, je trouve que ça a aidé un peu. Ne serait-ce que pour faire découvrir l'Outaouais, avoir une... Mais c'est sûr que, à certains égards, si on parle de la dangerosité de la 50... je pense que c'était la pire au Québec pendant un temps. Là, oui, absolument. Fait que ça roule beaucoup. Il y a des gens, là, on le voit pratiquement tous les mois. Je me souviens, dans le temps que j'étais journaliste, je recevais surtout l'été passé, il y avait des histoires de records de vitesse incroyables, des 180, 185, des histoires de quelqu'un s'est sauvé de la police, tout ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que j'ai pas bien fait? C'est ça un peu a posteriori. Mais tu sais, quand tu connais son histoire, là, moi, je trouvais qu'il était un peu dans une position particulière parce que lui, il avait fait la promesse quand il était entré pour le parti. Il a dit, moi, je m'engage à finir l'autoroute 50 puis relier Montréal à l'Outaouais. Fait que, tu sais, mon sentiment personnel, ça a toujours été, puis je me souviens pas si j'y ai exposé ça à Norm,
parce que ça fait trop longtemps, mais mon impression, c'était un petit peu comme si Jean Charest avait dit, ben regarde, c'est ton cadeau de départ, parce qu'il avait annoncé qu'il quitterait, un petit cadeau de retraite, dire, ben regarde, tu vas l'avoir ta 50, Norm, tu sais. Genre de cadeau de grec un peu aussi. Ouais, tu sais, fait que tu sais, puis tu sais, avoir été à la place de Norm, ben c'est sûr que lui, c'est ce qu'il souhaitait depuis tellement longtemps, puis qu'il veut juste rendre service à l'Outaouais. Ben, le besoin était là, c'est clair. Fait que tu sais, je ne blâme pas d'avoir dit oui dans le fin fond, c'est certain. T'sais. Puis pour rester moi-même sur la 148 directement, je peux te le dire que quand il ferme la 50, ben, dans mon coin, à Masson, ben, c'est littéralement, on part de Tursault, donc tout ce qu'il y a de Tursault à aller jusqu'à Masson, ben, passe en avant de chez nous. Puis je te dois te dire que j'aurais pas aimé vivre là il y a une certaine époque, mettons, 20 ans, parce que ça devait être cacophonique. Même déjà le soir, c'est moins pire. Je pense que j'ai aimé la pandémie pour ça, parce qu'à 9h30 ou à 8h, ben, il n'y avait plus personne sur les routes, ou du moins le moins possible, parce que ça devait être incroyable vivre sur la 148. Puis d'ailleurs, on l'a vu avec Montebello qui a enlevé les camions. Ils ont dit, on a la 50 maintenant, les camions ne passent plus sur la rue principale. Ouais. Ça a fait un gros... c'est le seul village, d'ailleurs, qui l'a fait, là, si ma mémoire est bonne. Là. Mais c'est vraiment un statement que la municipalité de Montebello a décidé de faire. On enlève ça parce qu'on a la 50. C'était le but au départ, là, d'enlever les camions et de faire passer les camions par là. Pourquoi qu'on continuerait à les accepter si, pour détruire les routes puis être dangereux aussi. Là. Mais comme disait aussi Rock, ben, c'est que la politique te suit 24/24. Là. On n'a qu'à penser justement à William Amos, qui est dans l'eau plus que chaude. Là. Ouais, c'est particulier en tabarouette. Oui, c'est très particulier. Mais on s'entend, les écarts de conduite ou un autre politicien qui est allé dans un bar en pleine pandémie puis qui s'était mis à embrasser des gens puis tout ça, à serrer des mains, eh bien, il a perdu ses tâches. Là. Une chose aussi que je trouve spéciale aussi dans son vécu à Rock, c'est, puis, il faut le dire, là, je devais faire l'entrevue, puis bon, t'as quelque chose d'arrivé dans ma vie personnelle, fait que là, t'as pris la relève, je te remercie d'ailleurs. Mais une chose que je voulais aborder avec lui, je ne sais pas si tu en avais parlé, mais ce qui est spécial, c'est que lui, il a passé d'un média traditionnel au 104.7 qui était là pendant 9-10 ans ou quelque chose comme. Non, à 9-10 ans, oui. Puis, du jour au lendemain, son émission ne revient pas en ondes. Fait que là, il passe à autre chose, puis il s'en va faire du web. Oui. Fait que de se retrouver à changer comme ça de média, qui est un média traditionnel versus un média qu'on va dire alternatif aujourd'hui, mais que dans le fond, je trouve qu'il n'est pas si alternatif parce qu'on s'entend que c'est les médias prédominants, je trouve, aujourd'hui. Ça doit être assez spécial là, de changer parce que là, il n'y a plus les mêmes filtres qu'il pouvait avoir de la direction là, à radio. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'il vit ça, mais ça doit être assez spécial d'avoir cette liberté-là ou en tout cas avoir un autre genre de cadre. Ben, comme il disait, les sujets qu'il traitait à son émission de radio, c'était pas... il y avait la liberté des sujets, mais c'est souvent comment on l'aborde, le sujet, qui pouvait, surtout s'il parlait, exemple donné, d'une compagnie privée, surtout si elle est annonceur, ben, faut que tu modules un peu ce que le département des ventes veut pratiquement que tu dises. Ouais, c'est ça. Donc, le sujet, tu peux en aborder, mais souvent, tu sens peut-être une pression. Là, puis, il y en a qui disent... il y a toujours une ligne éditoriale dans une télé, une radio comme au 104. C'est normal, ça fait partie de... C'est comme ça que l'engrenage est fait, si on veut. Mais quand tu arrives sur le web, il y a des partenaires, ils travaillent dans une compagnie, fait que j'imagine qu'eux autres aussi, ils ont une certaine direction. Mais quand tu fais juste le titre, le dit, comme il n'y aura pas grand censure à les vraies affaires, zéro bullshit. Là, c'est carrément ça. Tu dis, on y va all-in. C'est ça. Mais quand tu y vas all-in de même, c'est ça que c'est... T'as pas une épée de Damoclès, je te dirais, au-dessus de la tête, mais il faut que tu sois sûr de ta shot quand tu y vas. Tu t'assumes, c'est clair. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est sur le web qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Les procédés, d'exemple donné, de diffamation, ben, ça se poursuit aussi sur le web. C'est pas quelque chose que tu fais pas abstraction de ça, des lois, parce que tu es sur le web. Il y a bien des gens qui s'en foutent un peu, mais je te dirais que la plupart du temps, ben si tu as... c'est un... comment dire...
une action qui est prise contre toi, que ce soit sur le web ou dans un média traditionnel. Puis encore plus sur le web, c'est que c'est toi qui se défends. Si tu fais une action dans un journal, dans une station de radio ou de télé, ben, il y a des assurances qui vont te couvrir pour tes propos, pour ce que tu dis, pour ce que tu avances. S'il y a de quoi, ben, tu as des avocats. Tandis que là, quand tu te retrouves sur le web, c'est souvent toi-même qui est pris avec ton toi-même, avec ce que tu dis. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus différent là, des autres. Fait que ça, oui, ça peut avoir un effet bénéfique quand tu t'en vas d'une station. Mais des fois, la rançon est un petit peu dure à payer si jamais. Surtout quand tu t'en vas comme lui là, avec un titre pareil, Les vraies affaires, zéro bullshit. On s'entend qu'il faut vraiment que tu sois sûr que tout soit vrai. Là. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il fait. C'était à son image, à l'image de ce qu'il faisait à la radio. Mais tu sais, c'est plus court, c'est plus condensé. Puis, tu sais, moi j'apprécie quelqu'un qui n'a pas peur de dire les vraies affaires. Puis, en quelque part, tu sais, des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord, mais toujours est-il qu'au moins, tu sais, il expose des situations que je trouve qui méritent d'être exposées. Tu sais, c'est tout à son honneur. Ouais. Vous parlez de la saga avec la mère? Ou... On l'a abordé un peu. Disons que je lui ai demandé, parce que là, il y avait des gens qui, quand le maire de Gatineau, Maxime Petneau-Jobin, a annoncé qu'il ne se représentait pas, ben, il y a tout le monde, puis même avant ça, je te dirais qu'il y a des gens qui ont dit hey, pourquoi pas, Rock, vas-y. Et puis, il avait rencontré des gens. Là, il y a certains qui ont avancé, qu'ils rencontraient des gens pour savoir s'il y avait des appuis. Lui m'a dit non complètement, et je rencontrais des gens pour savoir c'est quoi cette histoire-là. Là. Okay. Parce que lui, de ce qu'il me disait, il n'y avait aucun intérêt. Lui, non, il n'y avait aucun intérêt à y aller. Puis, il dit j'en ai fait de la politique. Disons que je suis rendu, il est rendu à 59 ans. Donc, je voulais passer à d'autres choses, et puis... je veux faire d'autres choses dans ma vie. Puis c'est tout à son honneur. Honnêtement, c'est pas parce que tu es politicien un jour. On reprend Cédric Tessier, qui a annoncé lui non plus qu'il ne se représentait pas, qui est quand même dans un jeune âge, dans l'entrentaine. Ben c'est ça. À un moment donné, on se dit c'est une part, j'ai donné, j'ai fait ma part. Puis aux autres, allez-y. Mais c'est à quoi je faisais référence, c'est comment est-ce que Petneau-Jobin, puis je pense toute la partie d'Action Gatineau, maintenant, il avait décidé qu'il n'allait plus... à l'émission de Rock Chalette. Non, j'ai pas abordé ce sujet-là. Okay. Solide comme le rock. Non, j'ai pas abordé ce sujet-là. Oui, c'était toute une histoire, mais il en a parlé aussi un peu. Là. Okay. Puis ce qu'il trouvait grave, puis il y avait une anecdote à un moment donné qu'il avait trouvé quand même assez grave, c'est qu'il y avait une alerte Amber, je pense, qui se déroulait. Et puis, il avait dit, allez pas à l'émission de... Parlez-en pas à l'émission de Rock Chalette. Là. Donc, ça poussait loin un peu. Là. Ouais. C'est ça qu'il m'avait raconté, puis j'ai fait comme, voyons donc, ça se peut pas, tu sais, pas pour un genre d'alerte comme ça. C'est une alerte Amber ou un autre crime grave qui s'était passé. Et puis, il a dit non, parlez pas à l'émission, parce qu'on ne va pas y aller. C'est assez incroyable. Là. Tu sais, c'est pas facile pour personne non plus de passer à son émission. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas été nécessairement facile de l'interviewer. Non, parce que, on s'entend, c'est un maître des communications. Là. Des communications, il y en a. Et puis, je pense qu'il y a pratiquement plus d'expérience en communication que moi, je peux avoir d'âge. Là. On s'entend. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Pas difficile, mais ça te pousse à réfléchir avant de poser une question. Parce qu'il m'est arrivé à un moment donné, il m'a dit ça, c'est une mauvaise question. Au début, je l'ai pris comme ça. C'est vrai? Oui, mais j'ai dit OK, c'est parce que j'avais pas. Après ça, je l'ai réécouté. Pendant la réécoutant, je dis OK, c'était pas ma question qui était mauvaise, mais c'est du genre si tu te poses cette question-là, t'as pas compris. T'as pas compris ce que je viens de te dire. Fait que c'était ça un peu. Puis c'est tout le temps. Tu sais jamais tu sais, ces gens-là, tu sais jamais d'où ils vont aller aussi. Là. Tu les laisses diriger pratiquement l'entrevue, puis tu vas essayer de... Tu joues avec. C'est ça. C'est un peu un jeu de passe, mais c'est ça qui est intéressant d'avoir une personne qui est aussi volubile, aussi connaissante dans son domaine. Tu as vraiment une conversation avec elle, puis tu es capable de voir là, si la personne, justement... Et là, puis ça, puis tu sens qu'il y a un genre de débat d'idées aussi, là, où vraiment une conversation qui avance
vers un point précis. Puis c'est ça qui est intéressant aussi avec des... Puis même avec... Je te dirais même avec des politiciens actifs, nonobstant la cassette, là, mais c'est ça qui est intéressant de parler avec ce genre de personnes-là, parce que, autrement dit, ils sont connaissants, ils sont habitués de faire des discours, ils sont habitués de parler devant du monde, à des journalistes. C'est ça qui est plaisant aussi. Là. Et la personne n'a pas généralement de stress à arriver. C'est peut-être même, je dirais que pour certains qui ont le stress d'être dans cette chaise-ci, ben dans ces cas-là, moi j'avais plutôt le stress d'être dans la chaise que tu occupes présentement. Ouais. Il y a des invités des fois que c'est plus intimidant que d'autres. Ça là, nécessairement. Il y a des. Ouais. Moi je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est ceux qui demandent plus de recherche, mettons, parce que tu as beaucoup de stock des fois dans la tête, puis là, moi je vais prendre des notes. Là. Puis des fois, ouais, c'est ça, c'est pas nécessairement facile pour ça. Ça peut être un peu stressant, là. Mais je trouve qu'une fois de passer le premier 30 minutes, là, une fois le premier 30 minutes est fait, là, tu dis OK, le flow s'est installé puis ça passe quand même bien. Je te dirais que le premier 30 minutes est un peu plus stressant parce qu'on a quand même le minutage aussi. Il faut observer le minutage. Ouais. Les gens ne le voient pas, mais on a on a un minuteur qui est là à côté de notre tête. Donc, on le voit, puis là, c'est un petit stress aussi. Puis là, il dit, il reste 2 minutes. Puis là, il y a des sujets que tu veux aborder. Tu sais que tu veux aborder. Là, on s'est épivardé dans d'autres choses. Puis là, il faut vraiment rentrer dans le sujet pour aller dans cette section-là. Oui, on a une section plus tard, mais si vraiment tu veux que le premier 30 minutes soit avec ces questions-là en particulier, c'est sûr que là, il faut que tu actives. Là. Puis pour finir avec Rock aussi, une chose qu'on a discuté, je trouve intéressante, c'est comment est-ce que... Il y a une différence entre Rock Chalette, je trouve, à l'écran ou derrière le micro, versus Rock Chalette tous les jours. Je veux dire, je ne l'ai pas côtoyé une journée de temps, là, mais ça m'a donné cette impression-là, que c'était pas la même chose. Parce qu'il t'allait te voir après, puis il t'a dit « J'étais pas trop bardassé » ou quelque chose comme ça. Oui, c'est à peu près ça. Fait que dans le fond, il est fin, il est correct. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai pas retenu... quand il m'avait fait son commentaire, je l'ai pas retenu parce que je me suis dit, bon, OK, c'était peut-être... Après ça, tu le réécoutes, puis tu dis, OK, sur le moment... Tu restes surpris un peu, mais après ça, tu le réécoutes, tu fais comme, OK, oui, je comprends où est-ce que vous voulez s'en aller avec ça. Puis tu te rends compte que la personne, justement, n'est pas... Il y a une certaine distance. Puis même, je te dirais que même toi à l'écran ou moi à l'écran versus ce qu'on est dans tous les jours, je te dirais que peut-être pas toi, tu es un petit peu plus pas autant... Pas pour dire que je suis pas authentique, mais... Ça prend un temps pour être capable d'être à l'aise et d'être toi-même devant une caméra, moi, je trouve. C'est ça que ça a pris. Je pense que je suis pas mal proche d'être rendu là. Ouais. Puis pour ça, puis je suis content que tu me dises ça parce que c'est ce que j'essaie de donner à l'émission. J'ai pas l'intérêt, moi, d'être quelqu'un à l'écran puis quelqu'un d'autre en dehors. Je m'assume parfaitement. Puis une fois que tu es capable de t'assumer avec tes défauts puis tes qualités, après ça passe. C'est là que ça devient facile. Puis je te dirais que moi-même, en faisant l'informel, j'ai trouvé ce genre de dynamique-là, d'être... Parce que quand tu es journaliste, tu as un carcan qui pend au-dessus de la tête, tu as un cadre à pas déborder pour la profession de journaliste. Puis là, je ne l'ai pas. Puis honnêtement, c'est libérateur. Oui, c'est libérateur. Puis tu m'aurais dit, reviens en tant que journaliste. J'aurais dit non. Absolument pas. Je voulais plus. J'avais été au journal, j'avais été ici. Le journalisme, j'ai toujours le goût de journaliste. Quand une nouvelle arrive, oui, je vais être curieux. Mais de là, en faire un métier, non. Ouais. À un moment donné, tu dis on passe à autre chose. On en parlait des gens qui n'ont pas dit de passer à autre chose. C'est ça, on passe à autre chose. Puis j'ai hâte de faire la prochaine saison, là, de rentrer dans ça. On va rentrer dans le 50e. Un paquet de choses qui s'en viennent. On va en parler un peu. Dans le fond, on finit cette saison-ci, puis là, on s'en va vers la saison prochaine. Il y a des choses que je veux pas parler parce que c'est pas officiel. Mais c'est sûr que, la TVC va célébrer leur 50e. On en a parlé un petit peu avec quand j'ai reçu Michel Parenteau, qui est notre président. Fait qu'on va célébrer notre 50e. Puis on va... même aussi, quand tu étais venu comme invité, je pense qu'on avait parlé un petit peu. On avait parlé? On avait parlé un petit peu, oui. Mais c'était pas encore officiel. Là. On n'avait pas... C'est officiel qu'on fêtait, mais c'était pas officiel qu'est-ce qu'on faisait. Bon. Fait que c'est sûr qu'on va avoir une série d'émissions qui va parler où est-ce qu'on va retourner puis explorer ce qui s'est fait dans les 50 dernières années de la TVC. Fait que ça va être vraiment cool.
Puis là, on est à faire, on est en train de se procurer tout ce qu'on a besoin pour avoir une régie d'archivage qui va nous permettre de faire ces émissions-là. Je pense que ça va être vraiment trippant pour les gens de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien, de revoir des affaires qui se sont passées il y a 10, 15, 20, 30 ans passés, même plus. Même plus. Jusqu'où qu'on remonte, le plus vieux que tu as trouvé? J'ai parlé justement de ça avec André Soucy, l'ancien directeur, hier même, avant le bingo. Et puis, il me disait qu'il avait déjà archivé certaines bandes, parce qu'avant, c'était vraiment des bandes, c'était vraiment comment on appelle du reel-to-reel. C'était une bande vidéo, un peu comme, ça ressemblait un peu à du 8 mm, là, un peu, si on peut dire. Et puis, il y en avait archivé. Là, présentement, ceux qui sont là présentement, ce qu'il me disait, c'est que souvent, le film a collé l'un sur l'autre, et puis c'est plus, ça se lit plus. Mais il m'a dit qu'il en avait fait beaucoup pour le 25e anniversaire. Ça, c'est en 97 et on a déjà encore les cassettes. 97, c'est quand même assez récent. On est capable d'aller chercher 25 ans en arrière. Donc, d'après moi, on devrait être capable d'aller chercher des éléments qui datent des premières années. Mais ça, comme on dit, c'est un travail de moine, c'est un travail... c'est pas très difficile à faire au niveau montage. On parle pas de faire de l'infographie incroyable, c'est juste d'aller rechercher. Mais c'est de trouver parmi les centaines et les centaines de cassettes qu'on peut avoir, quelle est la cassette qu'on veut avoir, puis qu'est-ce qu'on veut. C'est de faire la sélection aussi, parce qu'on pourrait pas tout archiver, là. C'est trop long. C'est clair. Ça serait trop long, ça prendrait trop d'espace, et puis il faut sélectionner ce qu'on veut archiver. Donc, souvent, il va arriver qu'on va être peut-être obligé, on a archivé quelque chose, finalement, finalement, non, c'est pas vraiment ça. Puis, j'aimerais ça, éventuellement, peut-être même continuer à refaire, avoir une émission d'archives pour qu'on rappelle les 50 ans, même au-delà des 50 ans, parce que c'est toujours intéressant. Puis, comme je peux te dire, il y en a pour des heures et des heures et des heures et des heures. On parle de production, là, juste on produit pour une cinquantaine, soixantaine d'heures par année. Multiplier ça x 50, on est rendu à quelques milliers d'heures là aussi. Oui, il y a du stock. C'est clair, il y a du stock. Puis, je trouve que ce qui est le fun, en tout cas, moi, mon feeling quand je parle aux gens, c'est que l'histoire de leur quartier, de leur ville, leur village, tout ça, les gens aiment ça. Quand on a fait l'histoire de Buckingham il y a quelques années avec Michel Pilote, c'est quelque chose qui avait vraiment, vraiment... il y avait eu beaucoup d'intérêt. On vendait des DVD dans ce temps-là. C'était pas... c'est même pas sur le web, ce documentaire-là. Fait que, il faudrait... Ben oui, j'aimerais ça numériser, mais il faut que je parte du DVD. En tout cas, on en reparlera, mais il y a de quoi à faire, là, mais c'est trouver le moyen de le faire. Puis aussi, quand il y a eu les capsules de mémoire vivante, ça a été bien apprécié. Fait que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis, tant qu'à parler de la saison prochaine, là, l'émission que Stéphanie anime est appelée à changer de nom, mais ça va être un peu une formule semblable pour ce qui est de l'automne. Puis on a plusieurs partenariats qui s'en viennent. Je pense qu'on va avoir la chance de rayonner sur différentes plateformes puis de rejoindre encore plus de gens. Fait que ça aussi, là, je trouve ça vraiment excitant de voir ce que ça va donner. Oui, c'est intéressant de voir comment la TVC va, malgré ses 50 ans. Puis j'ai un article dans mon bureau qui est c'est sur le babillard qui date de 1973, c'est dans le droit. Et ça titrait « Agonie à la télévision communautaire de Buckingham ». On parlait déjà d'une possible fermeture 18 mois après l'ouverture et on est ouvert encore 50 ans plus tard. En 2021, on va le célébrer en 2022. Oui, c'est ça. On est ouvert, puis ça continue de rayonner, puis on continue. Puis je pense que même cette année qui s'en vient, ça va être encore plus. C'est drôle que ça tombe comme l'année du 50e, c'est vrai. Mais c'est comme ça, puis je pense qu'on a trouvé notre niche, puis on est capable de faire du beau travail, puis on l'a vu ici et là, il y a des gens qui nous ont demandé de faire du travail, et puis ça a été très apprécié. Et puis on va continuer à avoir des partenariats, c'est ça qui est le fun, d'avoir justement là, des gens de la communauté qui disent « Hey, la télévision communautaire, c'est important, il faut continuer. » Puis finalement, il va y avoir Stéphanie Descaux-Outaouais qui revient, qui va sa deuxième saison. On rentre dans la production de ça dans les prochaines semaines. J'ai vu la liste des sujets qu'il va y avoir. Ça va être cool au bout. Je pense qu'on va avoir du fun à produire. Puis je sais que la saison dernière, là, si tu regardes les chiffres sur YouTube, ça a été bien apprécié. Puis autant, c'est le fun pour les gens au niveau de la région, mais on a des sujets aussi locaux du coin aussi qui vont être traités. Là, fait que manquez pas ça là, à l'automne, tout le monde.
Gros merci, Sylvain, d'avoir été à l'émission. Puis je te remercie, j'en profite de te remercier pour avoir pris la relève là, à plusieurs émissions là, au cours de la saison. C'était du bon travail. Fait qu'on va se retrouver à l'automne là, pour continuer ça. Yes. Merci. Merci.